Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Chers amis de Sur ma route, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro. Cette semaine, mon invité est Jean-Marc Delpech. Jean-Marc Delpech qui est éditeur, les éditions de La Pigne, mais qui est d'abord historien, docteur en histoire et qui est aussi enseignant en collège, enseignant en histoire et géographie. Il va nous parler de sa maison d'édition, il va nous parler de sa spécialité en histoire, c'est-à-dire le bagne, c'est-à-dire l'anarchie. Il va nous expliquer des choses qu'on n'explique pas souvent à la télévision. Et puis il va nous faire rencontrer un de ses amis qu'on connaît tous en Lorraine, c'est Éric Mis. Et là, on va se transporter dans le Saintois. On va aller se balader ici en bord de Moselle, magnifique au bord de cette Moselle sauvage. Et puis on terminera sur la colline de Sion. Voilà, je vais rejoindre Jean-Marc pour l'instant. Et puis nous repartirons avec Éric tout à l'heure. Suivez-moi, à tout de suite. Salut Jean-Marc, ça va? Ça va et toi? Ouais. Oh, il fait beau chez toi. Ça doit être le côté sud des Vosges. Oui, c'est presque le sud des Vosges. Oui, ça, c'est quasiment la Méditerranée. C'est le midi. Ouais. C'est le midi, un Oui, petit pastis là. Voilà, on dirait même chocolatine, tu vois. Jean-Marc, historien, je l'ai dit dans la présentation, historien, prof d'histoire, éditeur aussi. Beaucoup de choses. Je voudrais qu'on dise un mot d'abord, parce que tu habites à Saint-Dié, le quartier des Castors, et c'est un quartier quand même très très original, ou assez rare en France, ce type de quartier. En fait, le mouvement des Castors, il naît dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est issu, si on remonte un peu plus dans le temps, en 1928, il y a eu une loi qui s'appelle la loi Loucher, qui a permis de faire quasiment des prêts à taux zéro dans le cadre d'un habitat type HLM pour les ouvriers. Et ça prend réellement son essor à partir de 1950. Un des premiers castors, par exemple des quartiers castors, c'est à Pessac, à côté de Bordeaux. Ah oui, d'accord. Le but, c'est donc avec des prêts à taux zéro, en mutualisant le matériau et la main-d'œuvre, on arrivait à loger des ouvriers, et donc de la classe prolétaire, quoi. Ouais, donc, le tout dans un cadre de reconstruction, et ça donne un esprit communautaire, en fait. Par exemple, à Pessac, il y avait une école Castor, il y avait un magasin Castor, il y avait une fanfare Castor. Il y a dû y avoir des formes communautaires ici. Et avec le temps, ça s'est un peu gentrifié. Ouais. Donc on a plus de la classe moyenne, quoi. Qui est arrivé, qui rachète, et c'est plutôt coté aujourd'hui comme quartier, non? Bah oui, parce que c'est un quartier calme. Généralement, les quartiers Castors, ils sont légèrement excentrés. Ouais. L'avantage ici dans le quartier Castor à Saint-Dié, c'est que on n'est pas très loin de la montagne. On peut sortir faire des balades immédiatement. On est à 5-10 minutes à pied du centre-ville. C'est fantastique. Et puis le dimanche, c'est d'un calme olympien. Prof d'histoire, mais d'abord historien, c'est-à-dire chercheur. Oui. Docteur en histoire contemporaine, hein. C'est une spécialité comme ça qu'on dit? Oui, donc tu as des historiens médiévistes, tu as des historiens de l'Antiquité, tu as des historiens d'histoire contemporaine. Après, moi, c'est essentiellement la fin du 19e siècle en France, c'est le mouvement anarchiste, c'est l'histoire du bagne. C'est l'histoire du bagne parce qu'il y a eu le mouvement anarchiste d'abord, quoi. Donc, puisque je travaillais essentiellement sur les anarchistes illégalistes, les voleurs, c'est-à-dire ceux qui viennent après les attentats de Ravachol, de Vaillant, de Caserio. Et donc c'est une formule moins violente, même si ça reste une violence, une atteinte à la propriété, quoi. Donc des gens comme Alexandre Jacob, ils ont permis par leur forfait de financer tout un mouvement, notamment le journal Le Libertaire de Sébastien Mais Faure. est-ce qu'on peut dire que ces gens-là, Alexandre Jacob et d'autres, est-ce qu'ils étaient pourchassés? Comment tu dirais les choses à cette époque-là? C'est justement le problème, quoi, des illégalistes, c'est parce que comme ils sont voleurs, c'est d'abord des droits communs. Et puis c'est essentiellement quand ils sont jugés qu'on arrive à les percevoir comme tels. Quelqu'un comme Alexandre Jacob, qui est l'auteur de plus de 156 vols avoués entre 1900 et 1902,
va avouer tous ses vols et va même faire de son procès une tribune politique. Il faut Oui. savoir que le procès de Jacob qui a lieu à Amiens, c'est du 8 au 22 mars 1905. Ce procès Jacob, c'est une vraie tribune politique. Il y a toute la presse qui est présente. Et en l'espace de 15 jours, il arrive à placer pas moins de 8 discours politiques, Ah oui. dont son fameux Pourquoi j'ai cambriolé, dans lequel il dit le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Mais comment réagit l'opinion par rapport à ces procès-là? Alors sur Amiens, pour Jacob, au départ, l'opinion, elle crie à mort, elle revendique tout ce que les sécuritaires d'aujourd'hui revendiquent, quoi. Donc, sauf qu'il retourne tellement bien l'opinion qu'à la fin, on a des preuves dans les sources d'archives, on a des preuves dans les souvenirs même de Jacob, il retourne l'opinion en sa faveur. Il retourne l'opinion en sa faveur parce qu'il arrive à faire rire pendant le procès, il se moque de tout le monde, il a une truculence, c'est le prototype du voleur jovial. Alors tu fais ta thèse, tu l'as fait d'ailleurs sous la direction de François Roth. François Roth, qu'on aime bien citer, parce que c'était quand même un grand personnage, François Roth. Une personnalité fabuleuse, c'est un vrai bonhomme, un vrai historien typique de ce qu'étaient les historiens généralistes à l'époque. C'était une somme de connaissances, et c'est quelqu'un qui m'a guidé, qui m'a orienté, alors qu'il ne connaissait pas le sujet, et ça l'a visiblement intéressé. Et quand tu fais donc ta thèse sur Alexandre Jacob, est-ce que des fois, j'imagine que tu t'es posé la question, pourquoi tu t'es spécialisé là, t'es spécialisé dans l'histoire du bagne, des anarchistes, etc. Est-ce qu'il y a ça vient d'où finalement? En fait, c'est quand j'ai fait mes études d'histoire à Bordeaux, je me suis arrêté au DEA, donc au Bac plus 5, le Master 2. Et sauf qu'il faut de l'argent pour continuer. Faire une thèse, c'est quelque chose qui demande des déplacements, qui demande une somme assez considérable, et c'est pas comme en sciences, on n'est pas subventionné, quoi. Ou alors c'est très 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 rare. Donc j'ai passé mes concours pour être enseignant. J'ai un CAPES agricole, j'ai un CAPES, quoi, donc voilà, quoi. Et puis avec le temps, l'idée de refaire des études m'a repris. Et depuis toujours, j'étais fasciné par ce personnage, quoi, d'Alexandre Jacob. Et donc j'ai proposé ça à l'université de Nancy, et François Roth a tout de suite dit oui. C'est un sujet passionnant parce que le bonhomme est attachant au regard des aventures extraordinaires qu'il a pu vivre, mais au regard aussi du fait que si on n'enlève pas, si on ne regarde que l'aspect extraordinaire de ces vols. Par exemple, il cambriole la maison de Pierre Loti à Rochefort, et il s'aperçoit que c'est Pierre Loti, et il repart sans rien toucher. Sans rien toucher, parce que les écrivains sont socialement utiles chez les anarchistes. Donc on ne cambriole que les bourgeois, que les militaires, que les curés. Si on ne regarde que ça reste un voleur comme un autre, un peu plus extraordinaire. Sauf que si on le replace dans le mouvement politique, qui est l'anarchie, là ça prend une autre dimension, puisque grâce à ces vols, il va financer le journal Le Libertaire, il va financer le journal amiénois Germinal, il va aider un nombre incroyable de camarades dans le besoin. Et évidemment, il va finir sa vie arrêté au bagne, et ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là parce qu'il sort du bagne en 1925, à la suite d'une énorme campagne de presse dans laquelle on a les signatures d'Albert Londres, notamment, de Louis Roubaud, qui sont les grands reporters de l'entre-deux-guerres. Et ça ne s'arrête toujours pas là. Il rentre en France, il est libéré finalement de sa peine de bagne à perpétuité, commuée en 2 ans de prison à faire en métropole. Il sort, il est libre en 1927, et là il devient marchand forain. Très bien, on pourrait dire ça s'arrête là. Non. Et pendant qu'il est marchand forain, en 1936, il disparaît des marchés du Val-de-Loire parce qu'il s'installe dans le Berry, et on le retrouve en Espagne pendant la guerre d'Espagne. Ah oui, d'accord. Et puis, il finit sa vie calmement. Alain Sergent, qui est le premier biographe de Jacob, fait ça en 1950. Son livre sort, c'est un énorme succès. Et il y a l'amitié d'un institut de roman dans la Drôme qui lit le bouquin. Il se dit, tiens, je vais aller le rencontrer. Il lui présente sa femme. Les deux tombent amoureux. Comme c'est des couples d'anarchistes,
Robert Passas en a strictement rien à faire que Josette, sa femme, soit en couple avec Alexandre Jacob. Ils ont 50 ans de différence. Ouais, ouais, ouais. Et elle réussit parce qu'il décide, il était vieux, il a 75 ans, il voulait se suicider parce qu'il voulait mourir en bonne santé. Ouais, Et elle réussit à lui faire repousser d'1 an le suicide. d'accord. Et ils passent un mois ensemble et là il finit par se suicider. Autrement dit, ce bonhomme-là, de l'âge de 11 ans jusqu'à sa mort à 75 ans, il est resté anarchiste. Ah, ouais. Jean-Marc, nous voilà dans ton livre. Ça, c'est ça, donc ça, c'est ta thèse qui a été éditée, Ouais, quoi. qui a été édité en 2000, la thèse est passée en 2006, ça a été débuté en 2008 à l'atelier de création libertaire. Ah, d'accord. Donc là, évidemment, on évoque la maison d'édition de Lapigne. Lapigne. Ouais. Ça s'appelle pourquoi, Lapigne? Parce que c'est le fruit du pain maritime dans les Landes, Ouais. et dans le sud, enfin dans le sud-est aussi, on dit une pigne, Ouais. enfin l'italien pigna, quoi. C'est, Ouais. Un petit c'est- bagnard. voilà, ouais, oui, bah oui, c'est même. Je reviens au mouvement anarchiste en général, parce que, alors, ceux qui s'y connaissent le moins, comme moi, pensent à la chanson de Léo Ferré sur les anarchistes. On met un peu tout sous le terme anarchiste. C'est quoi finalement aujourd'hui, en 2026 en France ou en Europe, l'anarchie? C'est quoi être anarchiste? C'est quelqu'un qui refuse l'ordre, qui refuse le pouvoir, mais qui refuse pas forcément l'ordre. C'est ce que disait Léo Ferré, hein, l'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir. C'est quelqu'un qui lutte pour la justice sociale, qui lutte pour l'égalité, qui lutte contre toute forme d'autoritarisme, contre le sexisme, contre le racisme, contre... Là, après, c'est un mouvement historique, c'est aussi pour ça que c'est passionnant. Faut pas oublier que l'histoire sociale, elle a été faite notamment par des historiens marxistes. Jean Métron, historien anarchiste, c'est un ancien, c'est un communiste. Bloch, Brodel, tout ça, ce sont des gens qui sont à gauche, mais qui sont pas anarchistes, et donc qui ont occulté après 1917 toute l'histoire de ce mouvement politique. Alors que l'anarchie, c'est ce qui imprime le mouvement social dès 1870, dès la fin de la Commune de Paris notamment, dont on fête les 155 ans cette année, quoi. Et ils sont à l'origine de plein de choses. Le syndicalisme, c'est une création anarchiste. La CGT, c'est Fernand Pelloutier, anarchiste. Les droits de la femme, c'est quand même c'est Louise Michel, c'est Madeleine Pelletier, c'est Anna Mahé, la femme de Libertat, le fondateur du journal L'Anarchie, dans lequel on va retrouver la bande à Bono. L'anarchie, c'est aussi le naturisme, c'est l'anarchisme, c'est aussi l'avortement. Avec ce qu'on a appelé une tendance qu'on appelait les néo-malthusiens, qui prenaient la limitation des naissances. C'est la fameuse chanson de Monthéus, La grève des mères, même si Monthéus n'était pas anarchiste, quoi, mais ça reste dans ce mouvement-là. Donc vous faites peur? Vous avez toujours fait peur? Non, vous avez mis côté dans l'histoire, dans le récit de l'histoire. C'est justement ça le problème, c'est qu'il y a eu une période du mouvement anarchiste français, européen et mondial, qu'on a appelé la propagande par le fait, à la suite d'un congrès qui a eu lieu en 1881, qui disait que la seule voie qui menait à la révolution, c'était la voie de l'illégalité. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire la bombe, ça veut dire l'attentat, ça veut dire l'assassinat. Ce qui a été un fait, une réalité, en France entre 1892 et 1894. À partir de là, tous les médias dits bourgeois, les grandes feuilles populaires de l'époque, on fait du CNews aujourd'hui. C'est-à-dire que si on veut casser du Mélenchon, il suffit juste d'écorcher un nom et puis tout de suite on va vous taxer d'antisémitisme. Pour les anarchistes, là, si je fais de l'anachronisme, c'est la même chose qui se passe après 1894. Sauf que ça imprime l'histoire d'un mouvement, si bien qu'aujourd'hui on associe toujours anarchisme à violence. Oui, c'est ça. Ou à ultra-gauche, ou à Black Bloc et compagnie. Peur, ça ne veut pas dire que le mouvement ne rejette pas la violence, mais ça veut dire que n'importe quel mouvement politique utilisera la violence de toute façon. Je sors complètement de l'anarchie et de ce qu'on évoquait, etc., parce que tu es chercheur, historien, mais tu es aussi professeur d'histoire. En 2026, les gamins, toi tu es en collège, ils sont comment les gamins? Ils sont intéressés par l'histoire? Comment on les intéresse à l'histoire? Je dirais qu'en 2026, ils sont comme quand j'ai commencé, c'est des gamins, donc c'est pas forcément
c'est pas forcément évident chez des ados, puisque moi j'enseigne avec des 11-15 ans, de traiter une matière littéraire intellectuelle. C'est-à-dire une matière où il faut savoir écrire et il faut des connaissances. Et qu'on le veuille ou non, l'histoire-géographie, ça restera toujours des fleuves, des dates, des rivières. Et ça, c'est particulièrement pénible et chiant, quoi. Donc forcément, je veux dire que qui ça peut intéresser qu'en 1895, la CGT a été fondée par Fernand Pelloutier, surtout quand on a 12 ans, quoi. Donc on est plus préoccupé par sa voix qui va, et ses boutons que par des fleuves, des dates et des rivières. On a un avantage quand même en histoire-géographie, c'est qu'on peut l'accrocher sur des anecdotes. On peut accrocher sur plein d'anecdotes. Donc ça, c'est bien, quoi. Mais on fait travailler à partir des documents. Hein, c'est ce qu'en pédagogie on appelle la démarche hypothético-déductive, c'est-à-dire que l'élève va construire à lui-même son information en déduisant à partir de documents, en faisant tout lui-même quasiment. L'idéal, ça serait que lui-même se pose des questions, en fait. Est-ce que tu les emmènes? Moi, quand j'étais gamin au collège, j'allais visiter les forts, les Vosges, etc. Nos profs d'histoire nous emmenaient là. Est-ce que c'est toujours comme ça? Ça se fait encore, ça? En fait, oui. On demande, les instructions demandent à ce que l'élève s'approprie son patrimoine local. Or, dans les Vosges, il y a au moins deux choses qui sont fabuleuses. C'est qu'il y a la Seconde Guerre mondiale et il y a la Première Guerre mondiale. Il y a tout. Donc, il y a tout. Amener des gamins d'ici à Verdun, c'est 2h30, 3 heures de route, il faut y dormir quasiment. Alors qu'en 1 heure de bus, on est au col du Linge, il y a un musée qui est fantastique, avec des tranchées qui sont préservées, et les gamins voient l'horreur de la Première Guerre mondiale, c'est une évidence. Ensuite, pour la Seconde Guerre mondiale, il y a le Struthof, il y a le camp du Struthof, quoi, qui est l'horreur absolue. Et qui a évolué en muséographie, en présentation. Il y a eu des choses nouvelles depuis l'époque où moi j'y allais, quand j'avais il y a eu la rénovation, me semble-t-il, orchestrée par le président Chirac en 95. Non, c'était pas en 95, c'est en 2005. Puisqu'il est venu inaugurer le revier, la restauration du revier et de l'infirmerie. Il y a eu la création, me semble-t-il, à l'entrée du musée de la déportation. Et effectivement, il y a tout un parcours pédagogique, il y a des guides. Donc bon, nous après, ça fait quand même pas mal de temps qu'on les amène, donc on peut se passer des guides parce qu'on sait, on sait le faire. Quoi. Donc, je trouve que ça fait, depuis que j'ai commencé, ça fait plus de 70 fois que j'y suis allé. Quoi. Donc mais on sait que là, ce genre de sortie-là, les gamins en sortent pas indemnes, ça les marque et ils voient réellement les effets de ce que peut être un système totalitaire. Jean-Marc, on va poursuivre parce que tu as souhaité qu'on associe ton ami, Éric Mie, à cette émission. On va aller le rejoindre à Roville et à Sion. Et puis on parlera je veux absolument qu'on parle de ce dernier livre que tu as écrit. Alors c'est aux éditions Imago, on va le montrer à l'écran. Paul Roussin, bien sûr, on va en parler. Et puis aussi du livre Votez moi jamais, que tu as édité, et que je voudrais qu'on en redise un mot aussi parce qu'on sort d'une grande période de campagne électorale. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Qui n'est pas terminé, en fait. Alors c'est l'avant-dernier bouquin qu'on a sorti aux éditions de La Pigne. Et j'en ai eu un peu assez, quoi, qu'on dise que c'est la faute aux abstentionnistes si il y a crise politique. Ça me semblait inadéquat comme système de pensée, ou en tout cas trop facile à digérer. Et je suis allé piocher dans les textes libertaires pour fournir non pas un argumentaire, mais ça peut servir d'argumentaire, mais tout un panel historique de textes qui montrent que oui, l'abstentionnisme peut être un choix politique à tout jamais. Bon, Jean-Marc, voilà, ton invité est là, t'as vu? Éric. On a fait une petite heure de route, on est à Bainville-au-Miroir ici. C'est ça, exactement. Pourquoi tu as voulu que Éric nous rejoigne dans ton émission? Parce que déjà, c'est un des plus belles plumes qui soit... si, tu vas bien. Ça se voit. Et puis c'est une longue collaboration avec La Pigne, puisqu'on a sorti trois de ses livres, qui sont son anthologie de chansons. Il n'y a pas toutes les chansons, mais il y a plein de choses dedans. Quoi. Et puis il y a surtout ces pommes qui sont superbes. Ah, magnifique.
Ah, elles Oui. sont magnifiques, je trouve. Tu trouves qu'elles sont mal? Ouais, elles sont belles. Elles sont bien mûres ou elles en ont? Elles sont bien mûres. Elles sont craquantes et croquantes. Et Si tu veux te changer en pomme, si tu veux te changer en gomme, si tu veux te changer en homme, c'est ça? voilà. Ouais, c'est ça. Trilogie, ça va se poursuivre. Est-ce que c'est une sorte de... Alors je m'excuse, ça me passe par la tête d'un coup. Une sorte de Martine à la plage, Martine à la... Non, mais Quelque chose à la, qui se à la suit. base, le premier s'est appelé du nom de la chanson préférée de Jean-Marc. Ouais. C'était une volonté de l'éditeur, hein, moi je ne pouvais rien dire. Mais après, du coup, je me suis dit, ce serait rigolo de décliner ça avec Pomme, puisque c'est Ah mon ouais. personnage Ouais. embarraillé. Et puis après, avec Si tu veux te changer en homme, Ouais. qui est une autre chanson que j'ai écrite, qui est un peu le côté positif de la chanson. Parce que la première chanson, en fait, c'est une chanson qui détruit tous ceux qui usent et abusent de leur pouvoir. Mhm. Et Si tu veux te changer en homme, c'est une chanson plutôt utopiste qui reconstruit un monde idéal. Voilà, en gros. Avant qu'on reparle un peu de tout ce que tu fais, tu es auteur, compositeur, chanteur, explique-nous le lieu où on est ici. On a la Moselle ici. Oui, ici c'est un lieu magnifique, c'est une réserve naturelle de la Moselle sauvage. Ouais. C'est un endroit où la Moselle, elle est rebelle justement, ça nous plaît bien à nous deux, parce qu'elle sort toujours de son lit, elle n'est jamais là où on la voudrait. Et ce qui fait que cet endroit-là, il n'est pas construisible, il est souvent inondé. D'accord. Et elle se balade, il y a des bras morts de la Moselle un peu partout. Et il y a plein de petites pancartes qui montrent là où elle était, Ah oui. en telle année, 1965, 1870, 1902. Ça veut dire qu'elle divaguait encore Elle plus. fait ce qu'elle veut ici, Ouais, ce en qu'elle fait. veut, Elle c'est est ça. libre, complètement libre. Ok. Ah, Et c'est vrai que et alors, il y a des balades à faire qui sont magnifiques. Et c'est un peu le paradis des photographes ici, vraiment. T'es lunévillois d'origine? Je suis né à Lunéville, mais je suis un petit peu le vilain petit canard de ma famille parce que je suis le seul Meurthe-et-Mosellan dans une famille typiquement vosgienne, Ah oui, d'accord. des Hauts-de-Vosges. Ah oui. Donc en je suis plus. très mal vu, très mal vu. Mais comment toi, et je dis la même chose au Bordelais, Oui, Jean-Marc, comment on dit en quelques mots la Lorraine, c'est quoi finalement? ah bah moi c'est mes racines vraiment parce qu'en tant qu'intermittent du spectacle, donc comédien, chansonnier, tout ça, j'ai jamais arrêté d'être au bord de la Moselle, en Ouais. fait, de Buisson jusqu'à Thionville, sans arrêt à jouer mes chansons et mes spectacles au bord de la Moselle. Moi je suis très, bien que pas chauvin et pas Ouais. du tout nationaliste, Ouais. je suis très quand même ancré dans cette région qui me touche quand même, Ouais. que ce soit les gens de la sidérurgie en Moselle ou les anciens du textile dans les Vosges. On a encore plein de choses à se dire, Eric, Jean-Marc. On va monter à Sion pour terminer tout ça. Et vous allez me dire tout votre amour De la colline pour Barès. de Barès. Voilà. Oui, voilà. C'est ça? Justement. Et bien voilà, comme promis, on est sur cette magnifique colline de Sion. C'est toi qui as voulu venir là, Jean-Marc. Magnifique, je trouve que c'est franchement un des plus beaux endroits de Lorraine. En plus, on a la chance d'avoir du temps. Un mot pour poursuivre la conversation de tout à l'heure, Eric. On va pas parler d'influence, parce que j'aime pas ce mot-là, mais plutôt de compagnonnage. Des gens qu'on aime beaucoup, mais finalement qu'on a oubliés. C'est des Henri Tachant, des François Béranger, des Hubert Félix Stéphane, peut-être un peu moins. Et ça, ce sont des gens qui t'ont inspiré. Ah oui, Tachant tout particulièrement, Ouais. où j'ai la chance même de faire sa première partie à Vierzon, je l'ai rencontré. Je pense que les médias s'y intéressaient pas trop parce que pareil, une pensée peut-être un peu libre et rebelle. Ouais. Et puis je pense que Tachant en plus était rebelle, pas seulement dans les textes, il pouvait se mettre en colère Ah ouais. et ça faisait peur un peu. Tu as fait la première partie de Tachant, toi. Voilà, avec plaisir, ouais, à Vierzon, et Ouais. je l'ai rencontré. Et voilà. Avant de terminer, je voudrais quand même qu'on dise un mot. Tu as une actu, toi. Alors, tu vas un peu partout. Mais là, tu as une actu en Lorraine, donc parlons-en. Oui, Dis-nous-en un mot. avec la compagnie Nil O'Neill, qui sont basés à Budin, un petit village Oui. près de Thionville. Ouais. Au mois de juin, on va faire un jeune public où on a adapté une nouvelle de Jean Giono qui Mhm. s'appelle L'enfant qui rêvait d'espace. Mhm. On a appelé ça Parole d'homme, fait oiseau. Et c'est un superbe spectacle où je vais à la fois dire tout le texte, Giono, et dessiner et chanter aussi. Il y a des chansons originales pour ce spectacle-là. D'accord. Et ce sera dans les écoles de Moselle, mais aussi à la Grange de Metz-Service, village lorrain. Ouais. Voilà. Et puis au mois de juillet, on monte Rhinocéros de Ionesco Ouais. dans le cadre du festival de théâtre de l'Arc Mosellan
à Budin même, près du moulin. Voilà. Donc ça, c'est en partenariat avec une La- collectivité. L'Arc Mosellan. L'Arc avec Mosellan. La communauté de communes de Très l'Arc bien, Mosellan. d'accord, d'accord, c'est noté. Un tout dernier mot pour terminer l'émission, je voulais qu'on en parle quand même, c'est ton livre. Et là, c'est édité chez Imago, c'est pas édité chez toi, Jean-Marc Delpech. Je lis juste les 3 premières lignes de la 4e de coup, 23 ans de bagne, dont 11 années de cachot, Paul Roussinck, 1885-1949, anarchiste, incorrigible rebelle, dit Linco, connaît très jeune la détention, 1903, 5 ans de prison pour avoir lancé un quignon de pain au juge qui le condamnait pour vagabondage. Voilà, ça, rien que ça, bon, c'est le teasing, c'est l'art du teasing, ça donne envie vraiment, mais ça fait découvrir aussi une forme d'anarchie qu'on connaissait pas forcément. Oui, en fait, Roussinck, c'est pas un inconnu, c'est pas une vedette de l'anarchie. Ouais. Autrement dit, c'est quelqu'un qui l'est dès sa plus tendre enfance. Il le dit dans ses souvenirs qu'il lisait le Père Pénard, il lisait le Libertaire, il lisait la Révolte, les Temps nouveaux de Jean Grave, etc. Mais en fait, c'est le bagne qui va faire son vedettariat. Ouais. Et le bagne pour une futilité, en fait. C'est un quignon de pain, fou, tu l'as ça. dit, quoi. Il est arrêté pour vagabondage. Le juge qui le condamne à 6 mois de prison. Il n'est pas content, il sort un quignon de pain de sa poche et il le balance à la face du juge. Et là, paf, c'est 20 ans de travaux forcés. non, là, il prend 5 ans de prison et il est mineur. Et ceux qui ont subi de la prison en étant mineurs, quand ils font leur service militaire, on les envoie au bataillon d'Afrique. Et au bataillon d'Afrique, là, il explose. En fait, sa personnalité explose et il va faire 6 mois de bataillon d'Afrique. Et il est condamné en 1908 par le 2e conseil de guerre de Tunis parce qu'il a brûlé sa veste de treillis. Et là, il prend 20 ans de travaux forcés. Ah ouais. Or, à l'époque, condamner quelqu'un à 20 ans de travaux forcés, c'est condamné au bagne à perpétuité. Ouais, c'est ça. Dans un espace où l'espérance de vie du forçat est de 5 ans à peine à l'arrivée. Donc c'est le condamné à mort. Voilà. Et en fait, l'administration pénitentiaire ne va pas savoir comment gérer ce bonhomme-là, et il va construire son vedettariat sur le refus, sur l'écriture de lettres. Il envoie tout le monde bouler. Il risque la mort à chaque fois, hein, systématiquement. Il risque la mort et il survit. En fait, c'est Alexandre Jacob qui le comparait à un homme cloporte. 11 ans de cachot. Les cachots, c'est sur l'île Saint-Joseph, donc sur les îles du Salut. Et les cachots, c'est à peine 6 mètres carrés. 6 mètres carrés dans des cellules noires, totalement noires, avec des cages qui sont par le grillage soufflé par le dessus, comme on regarde des fauves en cage. Et lui, il passe 11 ans. Alors évidemment, c'est pas 11 ans d'affilée, c'est 11 ans sur 20 ans entrecoupés. Et c'est des lettres, son dossier, par exemple, aux archives nationales de l'Outre-mer à Aix-en-Provence, son dossier il pèse 5,3 kg. Jean-Marc Delpech, Paul Roussinck, Une vie au bagne. C'est aux éditions Imago. Voilà. À bientôt. Jean-Marc, merci pour cette balade en Lorraine et merci à toi de nous avoir rejoints. Merci à vous. À bientôt. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.